Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Espagne et parler d'un cas pratique avec Alan qui gagne 10 000 euros par mois et qui est retraité à 39 ans à Valencia. Et je vais te donner pas mal d'éléments là-dessus. Alors comment je me suis retrouvé finalement à rencontrer Alan ? Du coup, ça fait là, je suis en Espagne pour quelques temps, donc encore pour une dizaine de jours, et après, je vais revenir en Espagne en septembre. Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire un visa pour ma copine qui n'est pas européenne, et du coup, le plus simple, c'est d'aller en Espagne pour avoir un visa de travail espagnol. Donc bon, je pensais pas que j'allais arriver jusque-là, mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Et à un moment, sur LinkedIn, j'ai fait un post en disant que je comparais en fait le prix d'un thé. Donc en Espagne, en bas de chez moi, donc à Valencia, là j'ai un thé qui est à 1,80 € et lorsque je descends en bas de chez moi, dans Paris, le thé est à 6,10 €. Et en faisant ce post-là, j'ai directement été contacté. Alors j'ai changé son prénom, mais par Alan sur LinkedIn en me disant, écoute, est-ce que t'es pas à côté et viens, je t'invite à petit déjeuner un jour. Et je dis vas-y quand tu veux. Il me dit écoute, on se retrouve dans 2 heures. Et j'ai pu échanger avec Alan et je vais te donner un petit peu de détails sur qui est Alan, ce qu'il fait. Et est-ce qu'on peut reproduire la même chose aujourd'hui et te donner un petit peu un feedback sur l'intérêt de l'Espagne ou pas. Alors, j'ai passé pas mal de temps à préparer l'épisode. Vous avez une version sur la newsletter firefrance.substack.com. Vous avez le détail avec plus de calculs si ça vous intéresse. Du coup, Alan, il est très cool. Il a 39 ans aujourd'hui. Il a 2 filles de 5 ans. Alors, je pense qu'elles ont 5 ans toutes les deux ou sinon, elles doivent être proches de 5 ans toutes les deux. Et là, aujourd'hui, du coup, il profite simplement de sa vie en Espagne. Il aime faire de la moto. Il aime, donc il gère un peu son IMO aussi. Il regarde toujours des opérations immobilières, mais la plupart du temps, en fait, il profite simplement de la vie, je pense, un peu à l'espagnol. Après, vous en doutez bien, il est comme la majorité des personnes qui écoutent ce podcast, c'est-à-dire qu'il a envie de lancer des choses nouvelles. Dès qu'il voit, là en ce moment, il a des sujets sur l'immobilier, plutôt sur les travaux en Espagne, il se dit, tiens, il y a peut-être un truc intéressant là-dedans. Il a quand même regardé 2-3 boîtes à racheter. Bon, il reste quand même... dans l'action. Après, l'enjeu qu'il a, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, finalement, il a un rythme de vie. Donc, il a 10 000 euros par mois qui viennent de l'immobilier. Et du coup, il se dit, est-ce que finalement, il n'est pas déjà très bien comme il est ? Et sa façon de voir les choses, c'est qu'aujourd'hui, ses filles, elles ont 5 ans. Dans 5-6 ans, ces filles vont arriver à l'adolescence. Et comme tout adolescent, il y a une évolution qui a lieu où vos enfants vont vous dire, écoute, papa, t'es bien mignon, mais laisse-moi vivre ma vie, etc. Donc il se dit, autant que je profite de mes filles pendant cette période-là. Et après, je verrai ce que je vais faire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est résumer un peu l'histoire d'Alan et comment il en est arrivé là. Ses parents sont français, mais lorsqu'il avait 6 ans, ils ont déménagé en Espagne. Donc, ils viennent plutôt du nord de la France, nord-ouest, et ils sont allés en Espagne. Du coup, Alan, il a commencé à partir de 6 ans à découvrir l'Espagne, la mentalité espagnole, etc., etc. Et par contre, pour faire ses études, il est retourné en France. Donc, pour faire ses études dans les universités, etc. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Alors, donc, on a quasiment le même âge avec Alan. Et il faut savoir que l'Espagne a quand même connu une crise assez forte dans les années 2008-2006. Et cette crise qui a été assez forte, eh bien, ça pousse, et même avant, même s'il y a eu beaucoup de croissance, ça pousse quand même à bouger un petit peu et pourquoi pas retourner vers la France où les opportunités étaient quand même plus importantes à l'époque qu'en Espagne. Il fait ses études en France et il s'est très vite dit, en faisant ses études en France, qu'il fallait qu'il trouve un moyen de retourner en Espagne, à Valencia. Et assez vite, il s'est dit, OK, il faut que je trouve un job. D'ailleurs, il a commencé avec un VIE, mais un job qui le ramène à Valencia. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a chopé une boîte qui voulait en fait se développer en Espagne et Portugal. Donc on parle souvent d'Espagne-Portugal lorsqu'on a des country managers. Des country managers, c'est quelqu'un qui veut devenir directeur d'une région.
Et lui, il est parti et il a lancé une boîte qui est passée donc dans la succursale ibérique pour ce qui est Espagne et Portugal. Et il a lancé une boîte qui est passée de 0 à 30, 40 personnes. Assez vite, donc ça marchait bien. Et il a fini, alors je ne sais pas à quel moment il a gagné ça, mais à un moment, il gagnait 10 000 euros par mois en étant directeur de cette boîte-là. Mais l'enjeu, c'est que finalement, il était toujours salarié plus, mais pas actionnaire. Donc il doit avoir encore quelques actions. Je n'ai pas le détail de la boîte. On lui a peut-être proposé quelques actions, mais en tout cas, ce n'était pas lui le vrai décisionnaire. Alors il était vraiment décisionnaire, mais ce n'était pas lui l'actionnaire principal. Et on parlait, il se dit, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que quand même j'arrive à utiliser ces revenus et puis aussi avoir cet enjeu de liberté. Alors pour ceux qui ont fait ces métiers-là, la plupart d'entre vous, c'est la même chose. Il y a des intérêts dans chacun des jobs, mais il y a aussi la difficulté de ces jobs-là. En particulier quand vous êtes country manager, bon, bah, faut maintenir un chiffre d'affaires, vous avez une vraie boîte, vous avez des salariés, il faut réussir à gérer les salariés avec les problématiques des salariés ou quand une personne a une mentalité de OK, on doit s'occuper de moi, etc., ça peut être assez compliqué. Et lui il s'est dit OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Il s'est dit je vais commencer à faire de l'immobilier et acheter des appartements. Alors là, il a eu de la chance, c'est qu'il a été dans une zone, donc Valencia, qui est une des zones où il y a le plus de croissance. Et il a cherché à acheter des appartements à 8-10% de rendement. Alors aujourd'hui, ça nous paraît logique de faire ce type d'investissement. Alors après, ça dépend d'où vous en êtes, mais rappelez-vous, nous, quand on a commencé, le plus simple, c'est quand on habite à Paris, on se dit on va acheter un appartement à Paris ou proche. Et après, se dire déjà d'acheter à Montpellier, c'est une énorme épreuve. Et se dire d'aller acheter en Espagne et dans la troisième ville espagnole, c'est encore un autre élément. Alors, comment il regarde son rendement net? Donc, son rendement net, pour lui, ça va être son loyer, moins les charges de l'immeuble, moins l'assurance, moins la taxe foncière, divisé par le coût total de l'invest. Le coût total de l'invest, c'est le prix, frais d'agence, travaux et frais de notaire, et entre guillemets, imposition. Parce que pour eux, ils appellent pas ça les frais de notaire, ils appellent ça les impôts. Nous, on appelle ça les frais de notaire, alors qu'en grande partie, c'est des impositions lorsque vous faites une acquisition. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début, quand il commence, il arrive à trouver des deals à Valencia. Donc Valencia en français c'est Valence. Le seul problème c'est que Valence, on a une ville qui s'appelle Valence en France. Donc si vous commencez à faire la recherche en mettant le nom français Valence, c'est un enfer. Donc bon bah essayez plutôt Valencia. Pour donner un petit peu d'indication, comme ce que je vous disais, Valencia, c'est la troisième ville espagnole. Tu as Madrid qui a tout explosé, qui est la capitale, qui est très dynamique. Après, tu as Barcelone qui est plutôt qui est sur la côte. Madrid, c'est vraiment au centre. D'ailleurs, il y a des incendies en ce moment. Barcelone, on est sur la côte. Ça a tout explosé, mais c'est devenu un peu un zoo touristique pour les locaux. Et d'ailleurs, vous avez vachement de tags sur les murs qui indiquent fuck touristes. Et voilà ce qu'il a fait. Donc, comment ça a fonctionné? Il a acheté... Alors, je vous ai reconstitué finalement son patrimoine. Pourquoi? Parce que j'ai combien il gagne aujourd'hui, j'ai combien il a de patrimoine aujourd'hui brut, et j'ai les évolutions du prix et les évolutions des loyers en Espagne, et j'ai aussi à peu près le nombre d'appartements qu'il a. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quasiment tout. Donc j'ai reconstitué finalement combien il avait acheté, combien il a aussi mis d'apport, et combien il a aujourd'hui. Donc après un échange, j'ai finalement reconstitué tous les chiffres. Donc pour moi, il a acheté pour 750 000 euros d'immobilier à Valencia et à côté de Valencia dans d'autres endroits proches. Il faut savoir que les prix ont fait 1,5 à x3. Alors si vous faites et les loyers aussi. Donc depuis une période, là, depuis 3-5 ans, ça a quand même fait 1,5 à x3, même depuis 5 ans. Et en fonction de ce que vous achetez, ça, il faut vous rendre compte, c'est qu'il y a le marché immobilier global où il y a la moyenne. Et après, il y a les sous-marchés. Les sous-marchés, c'est si vous positionnez dans des bons endroits, vous avez beaucoup plus de croissance que dans d'autres endroits. Si vous faites certains travaux, vous avez beaucoup plus de croissance, etc. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on fait de l'immobilier, généralement, on arrive à choper des opportunités un petit peu mieux que la moyenne. Alors, pour vous faire simple, en France, quelqu'un de moyen et quelqu'un d'obèse, il suffit que vous soyez en surpoids, pardon, il suffit que vous soyez fit et en fait vous explosez la moyenne française. Donc pour l'immobilier, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, ce qu'il a, ça vaut 1,5 million et aujourd'hui, ça lui rapporte 10 000 euros par mois. Et moi, je dis bravo Alan. Alors bien sûr, il ne s'appelle pas Alan, mais en tout cas, bravo. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes à Valencia, si vous faites des investissements en Espagne, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, on pourra échanger aussi. Et ce qui se passe, c'est que il a réussi du coup à 39 ans à avoir ce rythme-là aujourd'hui. Alors on va revenir dessus. Qu'est-ce que je pense finalement de cette stratégie à Valencia? Alors déjà, c'est fantastique, c'est super. Donc là, imaginez-vous à la place d'Alan.
Il a réussi à mettre quelque chose en place qui a remplacé finalement combien il gagne. Et il a réussi à choper des opportunités et il a réussi à profiter d'un marché qui a été grandement en croissance d'un point de vue prix des mobiliers et des loyers. C'est quelque chose qu'on a connu dans pas mal de grosses villes et c'est ce qu'on peut continuer à voir dans pas mal de grosses villes. Donc ça, je le maintiens. Là, aujourd'hui, il y a une vraie crise sur les logements. Alors, c'est un truc assez bizarre. Parce que d'un côté, on a des populations européennes où on fait moins en moins d'enfants. Il y a de plus en plus d'immigration qui arrive de l'autre côté pour combler le fait qu'on fasse moins d'enfants. Et on a une envolée générale des prix dans les grandes villes. Il y a aussi des facteurs qui expliquent ça. C'est qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus seul, de plus en plus longtemps. Et on a aussi les familles qui se séparent, qui ont besoin de logements supplémentaires. Bref, et puis il y a aussi le fait qu'on habite de moins en moins à la campagne. Donc il y a tout ce micmac qui fait que les prix finalement peuvent grandement augmenter, puis aussi le fait qu'on a injecté beaucoup de liquidités dans le marché. Alors, la stratégie d'Alan, moi je la trouve très bien. Donc si vous êtes en capacité dans une ville, peu importe le pays, mais qui est la troisième ville du monde, du pays, pardon, avec une croissance à pouvoir acheter et faire du 10% de rendement net en faisant de la location longue durée, ça c'est fantastique. Là aujourd'hui, il faut savoir qu'à Valencia, garder cette stratégie-là, vu que les prix ont fortement augmenté, même si les loyers ont fortement augmenté, on va avoir une problématique, c'est que retrouver ces 10% de rendement net, ça va être compliqué de les retrouver. Alors, il y a toujours des pépites qui arrivent sur le marché, mais attention, il faut retenir aussi que ces 10% de rendement net nécessitent, du moins à Valencia, des travaux. En fait, il y a tout un parc immobilier dans l'ancien où vous allez devoir faire un minimum de travaux pour avoir ces 10% de rendement net. Donc, si vous voulez garder une stratégie similaire d'Alan en Espagne ou dans des pays type Portugal, et que vous voulez continuer à faire ça, là, il y a un premier élément. Quand vous avez une stratégie qui marche, soit vous voulez la garder, donc par exemple, vous avez la stratégie des louer des appartements nus ou des immeubles en nus, sauf que vu que vous avez chopé une pépite qui a beaucoup évolué, et c'est ce qui se passe souvent dans l'immobilier, et en fait, moi je joue sur ce truc-là aussi, c'est-à-dire que si vous venez de voir pour qu'on fasse des opérations immobilières, moi très vite je vais vous donner des zones qui marchent aujourd'hui, mais qui ne vont sûrement plus marcher dans 5 ans, parce que il y a beaucoup d'investisseurs qui vont venir, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, bah, finalement la zone est intéressante, et ils vont y aller. Et vu que les personnes viennent, les prix de l'immobilier vont augmenter jusqu'au moment où en fait, bah, c'est moins intéressant pour des investisseurs de le faire. Et c'est ce qui se passe grosso modo à Valencia aujourd'hui. Trouver ces 10% de rendement net, c'est peu possible. Et là, une des premières techniques que vous avez quand vous êtes dans ce cas-là, c'est finalement de vous éloigner pour retrouver ces rendements. Là, on va pouvoir regarder alors ce que les Espagnols appellent des villages proches. Alors c'est assez marrant parce que un village pour un Espagnol, c'est finalement un endroit où toute la famille y habitait et continue à y habiter. Nous, un village, ça termine à 2000 habitants, même 1500, et après ça devient une ville chez nous. Mais eux, les villages peuvent monter assez haut, hein. Ça peut monter à 10 000 habitants, 15 000 habitants, etc., voire plus. Donc c'est un peu dans leur façon de parler. Et en gros, aujourd'hui, on peut s'éloigner du coup de Valencia pour trouver des rendements. Mais bien sûr, comme d'habitude, ça fait peur. Parce que les biens sont moins liquides. On n'est pas à Valencia, on est dans une autre ville qui s'appelle par exemple Maniz, Aldaia. On est dans 12 endroits, donc ça peut faire peur. Donc les zones là aujourd'hui à regarder, qui sont proches et qui peuvent être intéressantes, mais quand même il faut trouver des deals. Vous avez Paterna, Maniz, Aldaia, Alaquas, Picas. Alors bon, excusez ma prononciation. Je pense que j'ai très très mal prononcé pas mal de choses, mais en tout cas ces zones-là, il faut se dire que c'est proche de Valencia. Et en fait, si vous parlez par exemple de Bordeaux, de Paris, ça va être par exemple de l'Aubervilliers, ça va être du Bobigny, du Montreuil, du Montrouge, du Issy-les-Moulineaux. En fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est vraiment, vu que la ville de Paris est très développée, finalement, on pourrait renommer toutes ces banlieues Paris parce qu'il n'y a finalement pas de frein. En fait, tout est connecté en totalité. À Valencia, c'est connecté, mais il y a un petit peu plus, il y a des endroits où il y a un peu moins de maisons, et donc on peut se rendre compte que ça peut être un petit peu plus éloigné, mais en tout cas, ça, c'est intéressant. Un autre élément, si vous êtes un petit peu plus bullish, vous avez Sagunto. Sagunto, très intéressant. Pourquoi? Il y a une grosse usine Volkswagen là-bas pour faire des batteries, et là, on est plus au nord, on est plus éloigné, mais là, il y a quand même de l'intérêt, mais c'est plutôt une ville industrielle. En tout cas, ces zones sont intéressantes où on peut continuer à faire cette stratégie de 10% de rendement net pour des appartements, pour que ça fonctionne. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, le prix des appartements qui ont été achetés pour 50 000 euros, pour 40, 80 000 euros, on avait des appartements et on refaisait des rénovations dessus. Donc c'était vraiment des montants d'investissement qui sont intéressants et accessibles.
La deuxième chose qu'on peut faire maintenant sur le marché espagnol, c'est on change d'exploitation. Donc changer d'exploitation, c'est directement dire, alors après je faudrait que je vous redonne des choses sur le marché espagnol, c'est lorsque votre stratégie initiale ne marche plus et ne fait plus assez de rendement, on va exploiter différemment. Et là, par exemple, à Valencia aujourd'hui, les colocations, à mon avis, sont un truc ça va cartonner. C'est comme en France, et moi, c'est comme ce que j'ai pu faire en Ile-de-France. Aujourd'hui, en Ile-de-France, réussir à faire du cash flow, du 10% de mon net, etc. C'est très très compliqué, voire pas possible, avec une exploitation classique, c'est-à-dire vous louez en nu finalement des appartements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers des choses qui rapportent plus, donc les colocations. Donc on va mettre 3 personnes dans 60 mètres carrés, 4 personnes dans 80 mètres carrés, voire 5 personnes dans 85-90 mètres carrés. Donc en gros, on va changer d'exploitation, et là je pense qu'il y a une véritable opportunité. Bon, pour ceux d'entre vous qui aiment faire des colocs, en tout cas, toujours possible de le faire aujourd'hui. Alors, un élément, et là je vais revenir finalement sur ce qui est intéressant sur le potentiel de Valencia et l'invest locatif à Valencia. Le potentiel de Valencia, il faut quand même se dire que Valence aujourd'hui coûte 44% moins cher que Madrid et 36% moins cher que Barcelone. On a un prix au mètre carré de 3 370 euros. Alors ça c'est beaucoup, on a même dépassé Montpellier alors que Montpellier était très loin par rapport à Valence. Barcelone on a eu 5 269 et Madrid on a du 6 013. Ce qu'il faut, et ce qui est intéressant, c'est que l'Espagne aujourd'hui, on a une croissance 3 fois supérieure finalement à la croissance moyenne européenne. On est à du 3% à du 2,2% de croissance du PIB. Donc c'est quand même un pays avec une forte croissance. Ça s'explique comment c'est un pays, alors moi en tout cas, de ce que je vois, où le peuple est beaucoup plus docile. Je vais rentrer en direct dedans. Vous allez avoir des Espagnols qui bossent, qui se plaignent pas. Et vous allez avoir un potentiel de développement comparé au pays d'à côté qui est largement supérieur. Et il y a beaucoup de choses à refaire. Donc dans les maisons, il y a beaucoup de choses à rénover, il y a beaucoup de choses à avancer. Vous avez une langue aussi qui leur permet d'avoir accès à une main-d'œuvre qui vient d'Amérique latine, où ce sont des personnes qui ont une dynamique avec la même religion, avec la même façon de penser. Donc en fait, ça accélère assez vite les choses. Valence est la seule des 3 ville où il y a une croissance encore à 2 chiffres sur un an. Donc on a eu du 9,9% de croissance sur l'immobilier. On va voir sur un an, on a du 6,6 à Madrid et du 7,1 à Barcelone. Donc on est quand même sur des grosses croissances. J'ai quand même l'impression que ça va se tasser, parce que c'est plus simple de faire des grosses croissances lorsque votre prix de l'immobilier est plus faible. Là, on arrive quand même à des montants qui sont assez conséquents. On a simplement une démographie aussi qui continue à augmenter plus d'1% par an. Ça, c'est principalement dû à l'immigration, encore une fois. On se rappelle, l'immigration, c'est ce qui en Europe, dans la plupart je pense la quasi-totalité des pays européens, fait la croissance démographique. Autre chose où il faut faire attention, c'est effectivement que la croissance passée ne va pas forcément continuer dans le temps. L'invest locatif à Valencia. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de positif et de négatif ? Premier truc qui est positif, en Espagne, on peut emprunter sur 30 ans, et je pense qu'on peut même réussir à dépasser les 30 ans. En location longue durée, pour ceux qui sont assez à l'aise avec le système français, on se retrouve avec si vous louez en longue durée, meublé ou non meublé, vous avez un système quasiment au LMNP. Donc en fait, on va prendre ce que vous gagnez, on va enlever toutes les charges, et on va enlever l'amortissement du bien. Et il y a la prise en compte des travaux. Donc lorsqu'on a tout ça, on peut réussir à avoir un système où finalement, surtout si vous achetez un bien et que vous faites pas mal de travaux, vous allez avoir un système où vous ne payez pas d'impôts pendant même une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de biens qui sont vraiment pas chers, mais il y a des travaux qui sont nécessaires, donc ça c'est plutôt positif. Ça vous permet finalement de retaper des biens, et vu que vous allez retaper des biens, ils seront de meilleure qualité, vous allez pouvoir les garder plus longtemps avec moins de problèmes. Il y a une forte demande d'appartements de la part d'immigrés qui payent. Donc les Colombiens, les Mexicains, où les Péruviens sont des cibles intéressantes, sont des personnes qui veulent venir bosser, bien, qui vont vous payer. Donc ça c'est pas mal si vous faites des appartements entrée de gamme, de qualité. Alors, après sur l'invest locatif à Valencia, attention à des petits trucs qui sont embêtants, et c'est très très embêtant pour nous en réalité. C'était bien pour certains, pour nous, ça pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il faut généralement 30% d'apport. Donc ça déjà, ça refroidit la plupart d'entre nous. Vous voulez acheter un bien à 100 000 balles, il vous faudra 30 000 euros. Et vous n'avez pas de technique pour faire du différé
vous avez un peu de différé potentiellement, mais très compliqué. Et surtout, attention, les travaux sont rarement finançables. Donc quand vous avez des travaux, il va falloir rajouter la somme des travaux. Si les travaux sont finançables et que vous y arrivez, la problématique, c'est que vous allez devoir attendre un espèce de consul. En gros, il faut valider les travaux pour débloquer les fonds. Donc vous allez devoir avancer les travaux et que ce soit débloqué. Donc c'est très rarement finançable. En plus, il y aura cet élément-là. On emprunte généralement à taux variable. Donc ça, c'est un gros truc espagnol. Attention, c'est ce qui arrive en France. Les taux variables, du coup, vous avez beaucoup moins de maîtrise sur le parc que vous avez. Donc au lieu d'avoir un taux fixe qui vous permet de mieux anticiper la suite, dès que vous avez des taux variables et que ça rentre un peu en période de crise, vous êtes directement impacté par les taux. Et après, il y a une inflation sur la main-d'œuvre qui est assez conséquente. Donc il y a la même chose au Portugal. Où finalement, aujourd'hui, vous avez besoin de remplacer quelque chose chez vous, de refaire des joints, ça vous coûtait 50 balles. Aujourd'hui, vous en avez pour 100 balles. Voilà. Donc en gros, 100 balles, 150 balles. Donc il y a eu un x2, x3 sur la main-d'œuvre pour faire les travaux. Donc là, vous avez pas mal d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est en fait, le marché espagnol, il n'est pas pour tout le monde. Il y a un moment, moi j'ai fait pas mal de colocations vers Madrid. On a des gains de 20 à 30% sur le foncier, donc c'est très bien. La problématique, c'est que vous, en tant qu'investisseur, il faut quand même vous dire, on va parler de TRI. Donc le TRI, c'est par exemple, si vous mettez dans un ETF monde en bourse 10 000 euros, vous allez gagner du 1000 euros par an. Voilà, ça c'est notre objectif et nous, on veut réussir à revenir à un exercice comme ça. La problématique de l'Espagne, c'est qu'on doit mettre beaucoup d'apports, du 20 à 30% d'apport, voire plus, ce qui fait que pour des deals à 200, 300 000 euros, on va très vite mettre 60 000 euros d'apport. Et en France, on peut finalement faire des deals avec 0 ou 10 000 euros d'apport pour les mêmes montants. Ce qui fait qu'on va consommer tellement de cash en Espagne qu'on va être très très vite limité sur le nombre de deals qu'on peut réaliser. Même si vous avez pas mal de cash de côté, donc 120 000, 200 000, 300 000, vous allez burner tout votre cash. Et si vous faites le réel calcul du TRI, en fait, tant que le marché espagnol a une très très forte croissance, votre TRI va fonctionner parce que vous faites une très grosse prise de valeur. Mais sinon, votre cash va être très minime et vous n'allez pas pouvoir multiplier les opérations. Donc, vous allez vous retrouver avec beaucoup de cash stocké dans votre immobilier. Donc là, vous allez avoir d'autres problématiques, mais qu'on peut tout à fait régler. Comment vous allez pouvoir régler ça? C'est que si vous avez beaucoup de cash stocké dans votre immobilier, vous allez pouvoir le refinancer, vous allez pouvoir restructurer vos emprunts, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez 2 emprunts, 2 appartements avec que 20% de dette, vous allez pouvoir remettre tout l'emprunt que sur un seul appartement et généralement on fait des opérations de rachat de crédit, etc. Donc ça peut fonctionner, c'est une autre façon de faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'apport nécessaire pour le marché espagnol est quand même très très conséquent, alors que vous pouvez démultiplier et faire beaucoup plus de deals en France en consommant beaucoup moins de cash. Donc ça dépend. Le marché semble très intéressant. Aujourd'hui, est-ce que ça va continuer à croître avec les mêmes performances passées? Je pense que ça va se tasser. Et il faut bien faire vos calculs de TRI là-dessus. L'intérêt de l'Espagne, c'est vraiment une valorisation des biens qui est poussée par plusieurs facteurs dont je vous parlais. Donc un pays attractif, un coût de la vie inférieur. Donc là, moi j'ai regardé, grosso modo, Valencia, c'est 35% inférieur à Paris. Et vous avez une démographie positive qui est intéressante. Vous avez un potentiel de développement intéressant. Vous avez une fiscalité qui est plus légère et vous avez une main-d'œuvre qui est moins conflictuelle. C'est-à-dire que les gens ici sont moins dans la dynamique française de se plaindre un petit peu de tout, etc. Donc ça cartonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime l'idée, j'aime l'ensemble. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez une expertise dans un secteur, et c'est exactement ce qu'a fait Alan, lui, il est devenu expert de son secteur de Valencia, à côté de Valencia, etc. Gardez votre expertise, c'est bon. Si vous êtes en France, il y a toujours beaucoup de bonnes opportunités à réaliser. Nous, on se parle lundi à 20h. Donc demain, pour ceux qui écoutent, aujourd'hui, pour ceux qui écoutent cet épisode lundi 3 août. Et je vous souhaite de très bonnes vacances. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me laisser 5 étoiles comme avis sur podcast. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.